Christine Jordis, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Une vie pour l'impossible, un roman paru aux éditions Gallimard en septembre dernier. Il s'agit d'un récit incroyable mais vrai, du parcours d'un homme hors du commun, un aventurier, un amoureux de la vie et de la liberté, et finalement un héros dont la vie dépasse l'imagination. Alors, tout d'abord, d'où est née votre envie d'écrire sur le destin de cet homme qui, pour reprendre vos propres mots, était un être qui existait un peu plus fort que les autres ? J'ai toujours été fascinée par les êtres qui avaient une intensité de vie très grande et qui consacraient leur vie à un amour ou une vocation, parfois aux dépens du reste, mais enfin en y sacrifiant beaucoup. Et j'ai eu auprès de moi, je dis la chance, certains pourraient considérer que c'est difficile à porter, mais j'ai eu auprès de moi dès le départ un de ces êtres-là, c'est-à-dire quelqu'un qui avait l'aventure dans le sang et qui a mené, bien qu'il se soit marié et qu'il ait eu des enfants, qui a mené une vie d'aventurier, qui a été dans le désert au début de sa vie alors qu'il avait 20 ans. Il a été en Syrie, envoyé par l'armée, puisqu'à l'époque ça se faisait d'entrer dans l'armée pour les fils de famille et c'en était un. Donc il a été en Syrie et il a commandé aux Druzes, qui étaient aux partisans druzes, disons, qui se battaient souvent contre ce qu'on appelait les rebelles et qui étaient en fait financés par l'Angleterre, puisque la France et l'Angleterre s'opposaient au Moyen-Orient. Donc il a été vivre là-bas dans le désert, très jeune, et il a presque fini sa vie. À 60 ans passés, il est allé vivre dans un désert de glace chez les Esquimaux inuits. Mais je ne veux pas briser le récit, parce que c'est une vie qui a été pleine de péripéties. Mais c'est une vie extraordinaire à la poursuite de quelque chose qu'il a ou n'a pas trouvé, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une quête spirituelle en même temps. Alors, Une vie pour l'impossible est présentée comme un roman, et pourtant, quand on lit le résumé, la première phrase dit « Il s'agit d'une histoire vraie ». Alors, en quoi cette histoire vraie est finalement devenue un roman ? Écoutez, on pourrait dire que toute histoire, à partir du moment où elle est écrite et racontée, est un roman, puisqu'elle est soumise à une sélection sévère parmi des faits innombrables. Une vie est très souvent un chaos d'événements dans lequel on ne voit pas tellement se dégager un sens ni une direction. Le travail du romancier, c'est de construire à partir de ce matériau quelque chose qui fait sens, qui puisse être lu. Donc j'avais cette excuse pour appeler mon histoire roman, bien que, comme vous le dites, elle est composée strictement de faits réels. Et non seulement de faits réels, mais de documents, puisque j'ai inclus des documents sur le pôle Nord. Dans les années 60, il n'y en avait pas tellement. J'ai inclus des documents sur la Syrie et j'ai inclus des documents sur la guerre, la bataille du Mont-Cassin, dont on a à l'heure actuelle une vision assez fausse. Mais j'avais en plus l'excuse que c'est une vie totalement romanesque. Si vous voulez, c'est le roman d'une vie et d'une vie romanesque. On peut dire là que la réalité dépasse la fiction, parce qu'aucune fiction ne pourrait vous donner une vie semblable. On se dirait c'est faux, c'est artificiel. Or, ce qui lui est arrivé, ce qu'il a recherché, ce qu'il a vécu, n'est pas artificiel, c'est la vérité. Voilà. Alors le livre est divisé en 11 parties, qui sont autant de tranches de vie, voire de vie à part entière, parce qu'on a l'impression que c'est un homme qui a eu plusieurs vies en une même vie. C'est vrai. Et toutes ces parties ont pour titre un verbe à l'infinitif. Donc apprendre, partir, se marier, faire la guerre et bien d'autres. Alors pourquoi ce choix? Est-ce que ça démontre le goût pour l'action du personnage d'Henri de Foucaultcourt? Oui, ça c'est une bonne réflexion. À vrai dire, je n'y avais pas pensé, mais c'est sans doute fait instinctivement, se marier, faire la guerre. Parce que c'était un homme d'action véritablement. C'est pas quelqu'un qui s'est jamais soumis aux événements ni qui les a acceptés. C'était un guerrier et il l'a montré dans sa vie. Tant évidemment dans la période de guerre où il s'est conduit de façon héroïque, puisqu'il a été le premier à la tête du 8e tirailleur marocain à planter le drapeau français sur le mont Féto dans cette horrible bataille du mont Cassin, tellement sanglante. Donc là, je raconte comment il a surmonté sa peur. Je suis en quelque sorte son itinéraire intérieur. Donc faire la guerre, et puis se marier, aussi une action volontaire et très malheureuse dans son cas. Il n'était sans doute pas fait pour ça, et sa femme n'était pas faite non plus pour le comprendre ni le suivre, comme il l'aurait voulu. Et puis, à la fin, terminer, c'est d'ailleurs pas le mot que j'emploie, je ne sais plus ce que je dis, mais en tout cas, recommencer.
parce que tout à la fin de sa vie, il y a un tournant complètement imprévu et il recommence, ce qui est quand même extraordinaire. Alors, le narrateur du récit évoque plusieurs fois Charles de Foucault et T. Lawrence, le célèbre Laurence d'Arabie. En quoi est-ce que la vie de ces personnages va entrer en résonance avec celle d'Henri et que finalement, qu'est-ce qui les lie, qu'est-ce qui lie ces trois personnages? Alors la vie de T. Lawrence et de Charles de Foucault avait fait le sujet de mon livre précédent, L'aventure du désert en 2009, pour lequel j'étais venue ici à la librairie Dialogue d'ailleurs. Et ce livre me servait en quelque sorte de tampon avant de me lancer dans cette aventure difficile qui est d'écrire la vie d'un homme qui m'est très proche, puisque c'est mon père. Je ne le dis pas, je ne me mets pas dans le livre, mais c'est mon père. Donc j'avais étudié, pour ainsi dire, ces aventuriers qui avaient un sens de l'absolu extraordinaire, qui n'étaient pas des gens normaux au sens d'ordinaire, enfin ceux qu'on rencontre tous les jours, qui étaient des tempéraments qui me faisaient penser à celui de mon père, qui était lui-même un aventurier. Un petit peu plus tardif, eux c'était dans les années 30, et Foucault encore un peu avant. Mais lui, le personnage que j'étudie, donc Henri de Foucaultcourt, c'était la fin des années 30. C'était la fin des années 30, donc il n'est pas si loin par l'époque de ces êtres qui ont voulu faire l'histoire avec un grand H, qui ont voulu la prendre à pleine main et l'influencer. Alors, à plusieurs reprises dans le livre est évoquée la relation qu'Henri entretient avec l'écriture. Il a d'ailleurs écrit un livre sur Charles de Gaulle, mais il avait également pour idée d'écrire ses mémoires. Qu'est-ce qui l'a empêché de le faire finalement? Il a écrit un livre sur Charles de Gaulle qu'il n'aimait pas. Et là, je reviens aussi sur ces épisodes de l'histoire pour expliquer ce qu'était sa vue. Ça a beaucoup compté pour lui, mais il connaissait de Gaulle. Il avait quelques quand même témoignages à fournir. Et puis beaucoup de gens dans l'armée étaient comme lui. Et puis il s'est tourné vers l'écriture à la fin de sa vie, alors qu'il était dans un monastère au Sénégal. Il s'est mis tout à coup à vouloir écrire, mais il s'est aperçu que sa vie lui échappait, qu'il n'avait plus la force, ni la technique, ni la mémoire, ni la concentration voulue pour de cette vie tellement rocambolesque, tellement inégale, qui se présente, comme vous l'avez dit, comme une série de vies. Il ne pouvait plus écrire son livre. Et ça, c'était tout de même très dur, à la fin de sa vie, de s'apercevoir que sa vie lui échappait, non seulement parce qu'il allait mourir, mais aussi parce qu'il n'arrivait pas à en laisser une trace de cette vie extraordinaire. Et c'est ainsi que moi-même, après quand même bien des années d'écriture, j'en suis venue à reprendre ce matériau pour essayer d'en faire quelque chose.